vous nous avez invités tout à l'heure à réagir à votre propos introductif. Si vous vous souvenez, lors de l'élaboration du règlement intérieur, j'avais suggéré que s'il y avait un thème qui pouvait être mis à débat, indépendamment des dossiers figurant à l'ordre du jour, ce serait intéressant que lors des réunions de groupe préparatoires à chacun des conseils, ça puisse être indiqué de telle sorte que, effectivement, c'est une bonne idée d'avoir des débats ouverts avant même qu'un sujet soit mis sur la table et fasse l'objet de délibération. Alors évidemment, le débat général sur les finances de la nation, c'est un sujet d'actualité, mais par exemple, le sujet des cantines, oui, ça aurait pu être un débat ouvert sur lequel, avant même que la solution que vous nous proposerez, comme ça vous appartient, soit mise sous forme de projet de délibération, nous puissions avoir un échange assez ouvert. Vous savez que c'était aussi, et c'est toujours, un des sujets que nous considérons comme prioritaires pour beaucoup de motifs qui ont été énoncés, y compris d'éducation à la santé et de bonne alimentation. Alors, j'avais prévu néanmoins de parler de sujets qui ne sont pas complètement déconnectés des interventions précédentes, mais qui ont une autre logique. Donc, Monsieur le maire et chers collègues, les événements extraordinaires, il faut bien le remarquer, qui ont marqué la politique nationale cet été, risque de se prolonger par une période d'incertitude qui ne sera pas sans incidence sur la vie de la nation et singulièrement sur nos collectivités. Vous avez beaucoup évoqué le projet de loi de finances et le PLFSS, mais il y aura sûrement bien d'autres incidences. Alors le projet de budget de l'État amorce son itinéraire parlementaire et on peut gager que chacun des 11 groupes de l'Assemblée nationale, certains sont représentés ici et se sont exprimés, chacun des 11 groupes de l'Assemblée nationale voudra y laisser son empreinte, sans oublier la patte du Sénat, le Grand Conseil des collectivités territoriales. S'agissant des collectivités locales et de leur participation sollicitée à la résorption des déficits publics, l'affaire ne paraît pas engagée sous de bons auspices, c'est le moins qu'on puisse dire. La suppression pratiquement totale de la taxe d'habitation a rompu le lien financier entre les communes et leurs habitants, ça a été dit par d'autres intervenants avant moi, entre la demande de services publics de proximité et leur prise en charge. Souhaitons, et je souhaite avec beaucoup de ceux qui se sont exprimés, que l'inéluctable réforme des finances locales rétablisse ce lien et restaure une responsabilité des collectivités territoriales plus conforme à l'esprit du principe de libre administration, ce qui implique aussi une revitalisation de la démocratie locale. Mais l'exigence de qualité et d'adaptation des services publics locaux aux besoins prioritaires de la population est permanente. Sans attendre des réformes de fond, il convient de s'assurer que l'argent public dépensé par la collectivité a permis d'atteindre les objectifs visés et de vérifier la pertinence de ceux-ci. Bref, de faire une évaluation de l'action publique portée par nos budgets. Pour ce qui est de la ville de Brest, il ne s'agit pas dans notre esprit de rechercher des économies, car contrairement à la métropole dont nous dénonçons les dépenses excessives, nous considérons au contraire que la ville ne s'engage pas assez dans certaines politiques. Je pense bien entendu à la politique de sécurité. Mais l'évaluation peut aussi porter à enveloppe inchangée, sans que ce soit pour faire des économies ou pour dire qu'il faut en mettre plus, sur la qualité de la prestation de services financée par la collectivité. Alors je prendrai deux exemples. Lors du Conseil du 9 décembre 2021,
nous avons voté une délibération portant sur le programme de tranquillité et de sécurité urbaine 2021-2026. Cette délibération, en fait, entérinait une convention que vous aviez déjà signée solennellement le 21 novembre 2021 avec le préfet du Finistère. La vente et la consommation de stupéfiants, les vols dans certains commerces, les vols avec ou sans violence sur l'espace public, les situations de harcèlement dans l'espace public et d'agression, de jour et de nuit, les incendies volontaires de véhicules ou dans des immeubles, les occupations de halls, les cambriolages, les violences intrafamiliales, toutes ces difficultés que vivent des Brestoises et des Brestois dans plusieurs quartiers justifient de réaffirmer et de renforcer l'effort coordonné de l'État et de la ville. Fin de citation. C'est le diagnostic que vous posiez, la situation que vous décriviez en novembre 2021. Celle-ci s'est encore aggravée en 3 ans. Et maintenant, fusillade, attaque au couteau et incendie dans une église défrayent à peine la chronique. Votre explication, nous l'avons entendu plusieurs fois, tout cela, c'est le trafic de drogue, c'est à l'État de s'en occuper, et s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des consommateurs. Certes, la lutte contre les narcotrafics incombe à la police nationale, et les équipes renforcées ont réussi quelques belles affaires. Mais la police nationale pourrait d'autant mieux lutter contre la délinquance qu'elle ne serait pas mobilisée pour les événements festifs de la ville ou occupée à la mise en fourrière des véhicules des automobilistes étourdis au moment des fêtes maritimes. Toute tâche qui relève de la police municipale là où elle existe. Car il ne s'agit pas pour une police municipale de se substituer à la police nationale et d'être à son tour surchargée par les procédures judiciaires. Vous faisiez allusion à l'épaisseur du Code général des collectivités territoriales ou du Code général de l'urbanisme, et c'est pareil pour le Code pénal et pour le Code de procédure pénale. Donc, effectivement, la police nationale est surchargée par les procédures judiciaires, et donc, effectivement, on a beau augmenter les effectifs si on veut, la présence sur la voie publique n'augmente pas parce qu'il y a tout ce travail à faire, et donc, une police municipale devrait travailler autrement et assurer une présence dissuasive sur la voie publique. Quant aux consommateurs, ce sont des habitants ou des chalands brestois. Il n'y a pas que des Brestois, c'est un peu comme l'hôpital, hein, on vient d'un petit peu partout. Hein. Et si la répression ne relève pas de notre collectivité, mais d'autorité de l'État, la loi confie au maire le rôle de pilote de la politique locale de prévention de la délinquance dans sa commune. Alors cela mérite examen. La convention de novembre 2021, donc que vous avez signée, indique, et que nous avons entériné par nos votes, nous l'avions votée en disant c'est pas exactement ce qu'on souhaiterait, mais c'est déjà un pas qui va dans le bon sens, donc on n'est pas maximaliste, on l'a votée. Donc elle prévoyait que, disons, elle indiquait s'inscrire dans le cadre de dispositifs de coproduction de la sécurité existant sur Brest, notamment le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, qui devait devenir, ce qui a été le cas, Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, donc c'était prévu en 2022. J'avais été désigné parmi les élus membres de ce CMSPD, et je crois bien n'avoir pas reçu de convocation à une plénière depuis le 12 avril 2023. Et déjà lors de la dernière réunion à laquelle j'ai assisté, l'instance paraissait déjà bien en sommeil. Quant aux dispositifs municipaux comme la brigade de tranquillité urbaine, ils n'ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière et peinent à recruter, y compris les responsables. On découvre encore ces jours-ci une offre d'emploi de directeur de la DPRTU, mais c'est intéressant de regarder les missions qui sont mises sur la fiche de poste, puisqu'on lui donne à s'occuper du CLSPD. Est-ce que ce serait peut-être une réorganisation pour revenir au niveau communal? Oui, ça paraît une bonne chose parce qu'il s'agit vraiment de proximité.
une approche donc plus locale de cette instance. Et puis, on dit aussi dans la fiche de poste qu'il serait chargé du suivi de la Convention. C'est exactement de ça dont je parle, donc j'espère vivement que ce recrutement pourra être réalisé très, très rapidement. Il était en effet prévu que la mise en œuvre des engagements réciproques de la Convention fera l'objet d'une évaluation régulière entre l'État et la ville de Brest. L'État et la ville s'engagent à une revue à mi-parcours de l'ensemble de leurs engagements au cours de l'automne 2024. Alors, si vous vous souvenez, au vu de l'aggravation de la situation, j'avais demandé déjà qu'on anticipe cette évaluation. Vous n'aviez pas donné suite, mais voilà, maintenant nous sommes à l'automne 2024 et l'heure est venue de tenir vos engagements. Vous savez, sur ces questions de sécurité, les Brestois, qui sont bien braves, hein, les Brestois n'en peuvent plus. Il est temps d'agir réellement et de mettre en œuvre une politique globale de sécurité sur la ville de Brest. Alors je prendrai le deuxième exemple dans le fonctionnement des équipements de quartier. À l'approche du renouvellement du conventionnement et au vu de difficultés dans un certain nombre des associations gestionnaires, c'était en 2021, un important travail d'analyse et de concertation avait été réalisé. Et sans adhérer à l'ensemble des options prises, nous avions salué le travail accompli par Éric Guélec en lien avec le Conseil brestois des associations animant des équipements de quartier, le COBRAEC. Nous avons voté les conventions pluriannuelles concrétisant un redémarrage sur de nouvelles bases. Vous aviez organisé, monsieur le maire, le 5 avril 2022, une séance solennelle de signature avec les responsables des associations gestionnaires, les représentants des fédérations d'éducation populaire, départementales ou régionales, et la CAF. Et dans votre intervention, vous n'aviez pas manqué de souligner l'importance du soutien financier de la ville, 6,35 millions par an, soit un engagement global de 38,1 millions sur les 6 ans. Et nous votons chaque année les avenants financiers en exécution de la convention pluriannuelle. Affichant un principe de co-responsabilité, la ville de Brest et les associations avaient marqué leur volonté commune, je cite, d'agir de manière responsable, notamment en ce qui concerne les fonds publics. Et au-delà des bilans annuels, il était prévu, je cite, 2 temps plus structurants d'évaluation de la Convention à la moitié de la Convention, fin 2024, et avant son terme en 2027. Alors, nous arrivons en fin 2024, et alors que la situation se dégrade à nouveau dans plusieurs de ces structures, nous considérons que cette évaluation est nécessaire, urgente, mais qu'elle ne peut s'effectuer en chambre. Tout doit être mis sur la table. En effet, outre les offres d'activités sportives, culturelles et de loisirs, ces associations ont une vocation éducative. Elles agissent en complémentarité avec l'école, par exemple par les animations sur la pause méridienne, les temps d'activité périscolaire, TAP, le soutien aux projets d'école, y compris des séjours scolaires. Elles proposent aussi des accueils de loisirs sans hébergement, les ALSH, les mercredis et les périodes de vacances. Cette articulation avec l'école ne va pas sans difficulté entre professionnels de statut, de formation et de responsabilités différentes, les enseignants, animateurs, sans oublier les ATSEM, mais ça se rencontre partout. Au-delà d'un toujours indispensable effort de coordination pédagogique et administrative, les parents doivent pouvoir faire confiance aux conditions dans lesquelles des agents extérieurs à l'école interviennent dans l'éducation de leurs enfants. Le pire serait le déni sur les problèmes existants. Pour permettre à ces équipements et à leurs associations gestionnaires, bien entendu, de continuer à assurer leur mission aux familles dans de bonnes conditions,
Nous demandons une évaluation en ouvrant tous les dossiers conformément aux engagements figurant dans les conventions. Et pour faire écho à l'intervention de M. Pellicano, il y a notamment, évidemment, le respect de la laïcité. D'ailleurs, un certain nombre de ces équipements ont mis la laïcité dans leur intitulé même. Voilà, je vous remercie de votre attention en espérant que mes suggestions recevront une suite favorable.